Traité par jour dans le monde. Ravi de vous retrouver. Bienvenue à cette soirée qui va être définitivement sous le signe de l'innovation, à la fois parce que l'innovation est au cœur de l'ADN de l'entreprise du groupe Tuan, dont nous allons célébrer ce soir ensemble les 170 ans, n'est-ce pas, chère Elisabeth? Et puis, c'est pour ça qu'il est particulièrement intéressant de se retrouver dans ce lieu emblématique lui aussi de l'innovation, et un peu plus même que de l'innovation, mais si vous tournez, vous voyez derrière avec un hélicoptère traditionnel d'un côté et le Solar Impulse de l'autre, c'est la passerelle entre deux époques de l'innovation avec la continuité, comme continuité ce désir que peuvent avoir les hommes et les industriels d'aller chercher de nouvelles solutions pour essayer de réinventer leur marché et leur avenir. Ça va donc être le fil conducteur de cette soirée. La première partie de cette soirée va être consacrée à, je dirais, nous allons passer en revue avec un certain nombre d'invités je dirais l'environnement dans lequel Tuan aujourd'hui développe ses activités, à la fois en termes industriels et puis en termes peut-être plus de recherche scientifique, notamment avec un coup de zoom sur les enjeux de la santé connectée. Mais puisque, encore une fois, Tuan est un groupe industriel, un des fleurons justement de ces ETI industriels dont notre pays et l'économie de ce pays a tant besoin, eh bien, quel meilleur grand témoin que Louis Gallois pour ouvrir cette soirée. On ne vous présente plus, cher monsieur, effectivement, vous avez eu tant d'initiatives portées, tant d'initiatives au service de l'industrie française. On est particulièrement sensible au fait de vous accueillir ce soir. Installez-vous à la tribune. Merci beaucoup. Je suis très heureux, mais je l'ai dit à Madame Ducoté, je suis également très fier que vous m'ayez choisi comme grand témoin pour ces 170 ans, parce que Tuan n'est pas une entreprise comme les autres. On souhaiterait qu'il y en ait beaucoup comme la vôtre. C'est une entreprise qui partit d'un métier... Vous êtes vraiment l'archétype de ce qui me paraît devoir être fait. Vous partez d'un métier traditionnel et vous en faites un métier de haute technologie. Vous partez de la France, vous allez dans le monde entier. Vous avez manifesté une persévérance à travers plusieurs générations. Et si j'ai bien compris, vous allez continuer. Il y a dans votre démarche quelque chose qui me paraît tout à fait exemplaire. Et je suis très heureux et encore une fois très fier de pouvoir participer à cela modestement au cours de ce 170e anniversaire. Ça y est, ça vient. C'est une trajectoire emblématique de cette réinvention de l'industrie française. Peut-être, si vous le voulez bien, une première question à ce sujet, parce que vous avez rédigé en 2012 un rapport qui tire un signal d'alarme sur la compétitivité de l'industrie française. Où nous sommes-nous, selon vous, aujourd'hui? Est-ce que les choses ont évolué dans le bon sens? Écoutez, quels sont les défis qui restent à relever? L'industrie, ça ne se modifie pas en 3 ou 4 ou 5 ans. Donc un certain nombre des éléments que j'avais indiqués dans ce rapport restent exacts. Nous avons un tissu industriel qui est insuffisamment placé sur le haut de gamme, Tuan étant l'exemple contraire. Nous avons un tissu industriel qui est insuffisamment tourné vers l'exportation. Il n'y a pas assez d'entreprises qui exportent. Nous avons un tissu industriel qui reste très marqué par l'absence de cohésion entre les grands groupes et les petites ou moyennes entreprises. C'est-à-dire que les filières ou les rassemblements autour des grands groupes ne fonctionnent pas comme dans d'autres pays, même s'il y a eu des progrès. On peut dire autour de l'industrie du futur, il commence à y avoir des progrès. Il y a eu la filière aéronautique aussi qui fonctionne de manière correcte. Bref, le dialogue social reste... l'absence de dialogue social réel reste un handicap pour notre industrie. Donc il y a un certain nombre d'éléments qui restent structurels et qui pèsent sur l'industrie. Mais en même temps, ça c'est la photo. Le film est plus encourageant. Les marges des entreprises ont été reconstituées. L'investissement industriel a redémarré, même s'il me paraît insuffisamment orienté vers la modernisation, mais il a redémarré.
Il y a un phénomène formidable qui est celui des start-up que soutient la BPI. Nicolas est là pour en témoigner. Et il y a manifestement un mouvement en France qui est assez extraordinaire. Je suis allé au CES il y a 10 jours ou 15 jours. Et à Las Vegas, la présence française est absolument impressionnante. Non seulement en quantité, mais en qualité. Et sur l'innovation, nous constatons que nos grandes entreprises se classent remarquablement bien, puisque nous sommes le 3e dans le monde sur le classement des entreprises innovantes. Donc les choses ont bougé, mais pas assez. Il y a encore beaucoup de travail. J'avais dit d'ailleurs que la compétitivité, ça se regagnait en 10 ou 15 ans, pas en 5 ans. Et ça dépasse le temps politique, c'est clair. Alors qu'est-ce qui reste, si on se fixe justement des priorités pour essayer de mieux soutenir, encore une fois, cet élan entrepreneurial, cet élan de l'innovation que vous évoquez là, quelles seraient les priorités à se fixer? Qu'est-ce qui reste à faire en priorité? J'en ai 3. Investissement, numérique, formation. Alors détaillez un peu chacun d'entre eux. Alors investissement, je pense que l'industrie française et l'industrie européenne ont insuffisamment investi dans le passé. La reprise d'investissement de 2016 est intéressante, mais il faut la poursuivre. Je suis, moi, partisan du fait que l'on prolonge le suramortissement, qui a été un déclencheur utile de l'investissement, comme les allègements de charges à travers le CICE ont permis aussi de reconstituer des capacités financières. Le deuxième élément, je pense qu'il faut que les financements puissent s'orienter vers l'investissement productif. Nous avons en France une épargne énorme qui n'est pas orientée vers l'investissement productif, en dépit des efforts de beaucoup, et notamment de la BPI. Je crois qu'il y a un véritable sujet. Plus de la moitié de cette assurance vie est placée à l'étranger en obligation d'État ou en titre très sûr, c'est bien, mais une partie extrêmement faible est orientée vers l'investissement dans les entreprises et vers l'investissement productif. Je pense qu'il faut que le système fiscal, la réglementation aussi, je pense, parce que des règles prudentielles de Solvency n'ont pas aidé dans ce domaine. Tout cela favorise l'investissement productif. C'est un problème français, mais c'est également un problème européen. Et le troisième élément, c'est qu'il faut recréer de la confiance, parce que les entreprises investissent quand elles font confiance. Et je pense qu'au-delà des débats qui seront nombreux dans la campagne présidentielle sur ce sujet, il y a deux éléments qui me paraissent essentiels. C'est d'abord la simplification. Il faut que les chefs d'entreprise sentent que le mouvement de simplification est véritablement engagé. Il y a des choses qui ont été faites, mais il faut encore que ça se sente. Une simplification qui soit synonyme de stabilité également pour eux. Et simplification et stabilité pour donner de la visibilité. Les chefs d'entreprise ont besoin pour investir de visibilité. Et alors ils n'ont pas une visibilité totale sur leur marché, mais il faut au moins que l'environnement, je dirais, réglementaire, fiscal, etc., leur donne cette visibilité à travers de la simplification et de la stabilité. Alors quand on s'interroge, comme nous allons le faire ça, c'était le premier point, c'est l'investissement. Ensuite, il y a le numérique. Je pense qu'il est incontournable. Je voudrais dire deux choses dans le numérique. Il faut convaincre les PME d'y aller. Et c'est pas fait. C'est pas encore fait. Oui, mais comment ? Je pense qu'elles ont à la fois, cette prise de conscience se fait, mais elle n'est pas encore, elle ne se traduit pas dans les faits, parfois parce que les chefs d'entreprise ne savent pas comment s'y prendre. Ils en ont même un peu peur. Ils se demandent si ils vont être capables de gérer cela. Et je pense que du coaching est important. Il y a d'ailleurs des possibilités dans ce domaine qu'il faut développer. Le troisième élément, c'est la formation. Il n'y a pas assez de formation numérique en France. C'est clair. Quand je dis formation, ça veut dire, est-ce qu'il y a beaucoup d'apprentissage dans le domaine du numérique? Non, il y en a peu.
Est-ce que nous avons suffisamment de formation, de programmeurs, de gestionnaires de sites, de data scientists? Non. On voit bien d'ailleurs que face à cette pénurie, un certain nombre d'initiatives privées ont été prises. Simplon, l'école 42 de Niel. Bon, mais ça, c'est pas suffisant. Je pense qu'il faut aller au-delà. Je sais que des efforts sont engagés. Il faut vraiment mettre le paquet là-dessus. Oui. Allez-y, je vous en prie. Et le troisième élément, c'est la formation. Là, j'y reviens. J'y reviens encore une fois. Je pense que nous avons, si nous voulons gérer les transitions qui sont devant nous, il va falloir faire un énorme effort de formation. Il y a de l'argent, on y dépense plus de 30 milliards par an, la formation professionnelle. Il y a également la formation initiale. Je pense que... Alors, nous sommes dans une situation difficile, c'est qu'une partie de cette formation professionnelle est gérée dans le cadre du paritarisme, ce qui n'est pas en soi une mauvaise chose, parce que ça veut dire que les chefs d'entreprise et les partenaires sociaux dialoguent là-dessus. Et je pense que ce n'est pas malsain. Mais on sait aussi que ça a été un facteur de conservatisme formidable. Hein, et parfois au-delà du conservatisme d'ailleurs. Je pense que les choses se sont un peu améliorées. Mais un conservatisme formidable, il faut que nous soyons capables de développer les formations dont nous avons besoin. Je ne voudrais pas être trop long, mais c'est un chantier considérable. Un mot encore sur cette révolution numérique que vous avez déjà évoquée à plusieurs reprises. On sait qu'elle est déterminante pour l'avenir de l'industrie. Hein. Tous ces débats sur l'industrie du futur nous le prouvent ô combien. On voit bien que cette révolution digitale dans le domaine industriel, elle tourne entre autres autour des données, bien évidemment des outils connectés, également de l'intelligence artificielle, de la robotisation. Là encore, si selon vous, on doit se fixer un certain nombre de priorités. Moi, je pense que d'abord, il n'y a pas le choix, il faut y aller. Et ceux qui n'iront pas vont connaître de très grandes difficultés. Mais c'est un problème à la fois économique, c'est un problème de société. Il y a actuellement dans un certain nombre de pays la trouille, j'emploie ce terme, d'y aller parce qu'on se dit mais c'est en train de détruire l'emploi. Qu'est-ce qui va nous rester? En fait, personne ne sait si ça va détruire de l'emploi. La seule chose qu'on sait, c'est que les emplois d'hier ne seront pas les emplois de demain. Et qu'il faut que ces emplois de demain, un, soient créés en France, et deux, que les salariés, les personnes, puissent accéder à ces emplois de demain. Alors, pour que les emplois soient créés en France, il faut que l'attractivité du site français soit forte pour ces questions numériques. Je pense qu'on est pas mal placé en termes de... Je le disais tout à l'heure à propos des start-up, de créativité, de capacité d'invention et donc de capacité d'attraction. Mais il faut maintenir l'attractivité du site français. Et puis deuxièmement, il faut qu'on aide les salariés à prendre ce virage. Et moi, je ne vois que deux éléments. Le premier, c'est qu'il faut assurer une certaine flexi-sécurité. Les gens savent qu'ils vont devoir changer d'emploi, qu'ils vont devoir changer d'entreprise. Il est absolument essentiel qu'ils puissent le faire sans stress excessif, ce qui suppose qu'ils aient certaines sécurités. C'est pour ça que j'ai défendu, moi, le compte personnel d'activité. Je pense que c'est un moyen pour les personnes de disposer d'un certain nombre de droits qu'ils gardent même quand ils changent d'emploi. Il faudra peut-être aller plus loin, étendre ce compte personnel d'activité, avoir des dispositifs spécifiques là-dessus. Il faut rassurer les gens sur le fait que des emplois disparaissent, mais d'autres emplois vont se créer. Ce sont des emplois qui seront probablement qualifiés, sur lesquels il faudra, et c'est le deuxième élément de la formation, et je reviens là-dessus, il est absolument essentiel que nous mettions en place les formations pour les métiers de demain. Et ces métiers de demain ne peuvent être définis que d'abord par les entreprises, mais pas uniquement par les entreprises. Je pense qu'il faut que toute la société travaille pour savoir comment on voit ces métiers de demain qui vont se dégager de cette révolution numérique. Pour boucler la boucle, une dernière question pour revenir au secteur dans lequel Tuan est si actif, celui de la santé, toutes ces industries qui s'intéressent au corps, pourrait-on dire. Là aussi, on est dans un univers qui est en pleine phase de mutation, dont les transformations ne font que commencer. Tuan illustre en fin de compte une certaine excellence française, dont il s'agit justement de bien savoir cultiver des atouts.
Quand j'étais commissaire général d'investissement, j'avais proposé que 3 priorités soient retenues. La première, c'était les technologies décisives, parmi lesquelles le numérique, qu'on appelle les quêtes. Le deuxième, c'était l'économie du vivant et la santé. Et le troisième, c'était la transition énergétique. Et je pense que sur l'économie du vivant et la santé, on a un haut niveau de santé en France. On a un système de sécurité sociale très puissant, un système hospitalier très puissant. On ne l'a pas suffisamment valorisé pour créer une industrie de la santé. Il faut savoir que les hôpitaux achètent 18 milliards d'euros par an. 18 milliards d'euros. Est-ce qu'on utilise ces 18 milliards d'euros? Alors je sais bien qu'il y a des réglementations sur les marchés publics qui sont européennes et qu'il faut suivre. Mais enfin, on ne fera pas croire qu'on ne peut pas utiliser cette masse énorme de 18 milliards d'euros d'achats chaque année pour créer les bases d'une industrie de santé forte en France. Et quand je parle des hôpitaux, je pourrais étendre cela à l'ensemble du système de sécurité sociale. Hein, c'est plusieurs centaines de milliards d'euros dont on parle. Et je trouve qu'il y a une sous-utilisation, je ne veux pas caricaturer, mais une sous-utilisation de cette force de frappe extraordinaire qu'apportent les hôpitaux, la sécurité sociale, pour la création d'une industrie de la santé en France qui va de la pharmacie à Tuan, en passant par les fabricants de lits médicalisés, etc. Ou alors, mon grand... je suis vieux, donc j'ai des souvenirs. Le bradage de la Compagnie Générale de Radiologie était pour moi un drame dans ma jeunesse. Bradage peut-être excessif, mais enfin l'abandon de cette entreprise. Et maintenant, nous sommes entièrement dépendants de Siemens ou de General Electric. Je pense que nous avons raté un certain nombre de coches. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas reconstituer dans un certain nombre de domaines une capacité industrielle dans la santé, parce que nous avons encore une fois la force de frappe financière pour cela. Il n'y a pas de fatalité au ratage de coche. Je retiendrai cette première idée, ce premier message d'espoir de cette soirée. Merci beaucoup, Monsieur Gallois, de nous avoir fait partager votre regard si acéré. L'invité suivant devait être Thierry Mandon, le secrétaire d'État à l'enseignement supérieur et à la recherche. Il connaît bien de surcroît Saint-Étienne, le camp de base effectivement de nos amis de Tuan. Il a été retenu par diverses obligations, mais Gilles Rabin, qui est conseiller spécial du ministre, est parmi nous ce soir. Il a accepté de bien vouloir nous dire au nom de Thierry Mandon quelques mots. Cher monsieur. Merci. D'abord, merci d'avoir invité monsieur Thierry Mandon et encore une fois accepter ses excuses. Alors c'est toujours compliqué de faire des excuses au nom d'un ministre, même si j'ai parfois l'habitude. Dominique Cristino en est témoin. Mais là c'est encore pire puisque Thierry Mandon est stéphanois. Stéphanois, et tellement stéphanois que pour les plus vieux d'entre nous, il s'entraînait avec l'équipe des Verts, et notamment Sina Hegel, puisqu'il était un spécialiste du grand fond. Et donc Sina Hegel était le numéro 6, ceux qui se rappellent de Saint-Étienne, et avait 3 ou 4 poumons, comme on le disait à l'époque. Donc, une excuse double. Et peut-être, j'allais dire, l'excuse elle est tellement importante que pour nous, il y a un modèle stéphanois. Il y a 3 jours, j'étais à la Cité du Design avec son patron, Ludovic Noël, qui disait que le modèle stéphanois, c'était l'homme au cœur de la démarche. Et c'est un peu ça que j'ai l'impression de vivre aujourd'hui, même si en lisant les documents que John m'a donnés, j'ai cru comprendre que vous étiez né dans la Somme, originellement, mais que vous êtes devenu stéphanois un peu plus tard. Donc, des excuses et puis surtout un salut au modèle stéphanois qui tient à cœur à Thierry Mandon. Ensuite, j'allais dire, comme a dit le président Gallois, j'allais dire, vous êtes tellement Mittelstand que vous seriez allemand que ça ne serait pas étonnant, quoi. C'est-à-dire, vous êtes le fantasme de la fameuse ETI à la française, j'allais dire, et vous êtes une entreprise historique, au bon sens du terme, encore une fois familiale. Vous exportez, vous faites de la technologie, j'allais dire, voilà, c'est le fantasme de l'entreprise ETI française que tout le monde aimerait. Et j'allais dire, c'est vraiment la réussite exemplaire de ce que peut faire l'industrie française. Et j'allais dire, dans les technologies et dans les secteurs dont on pouvait penser à l'époque
que c'était des secteurs qui étaient condamnés à disparaître, ou au mieux j'allais dire, un peu comme la difficulté du Nord-Pas-de-Calais, vous savez, où l'industrie textile s'est transformée en industrie de la moquette, et avec difficulté. Vous avez réussi à faire de l'industrie textile, une industrie de pointe. Enfin, peut-être, vous êtes le symbole vous démontrez que l'histoire peut rimer avec la haute technologie. D'abord, à titre personnel, madame, puisque vous avez été présidente d'un pôle de compétitivité, donc la haute technologie, ce n'est pas seulement, j'allais dire, dans votre entreprise quotidiennement, c'est aussi votre conviction personnelle. Et c'est important. Ensuite, c'est pour nous une nécessité, j'allais dire, l'invention de la semelle connectée qui fait que pour chacun, on a sa semelle à soi. C'est un petit peu, pour le secrétaire d'État à l'enseignement supérieur et à la recherche, le symbole de ce qu'il faut faire. D'abord, pour nous, enfin, mettre le chercheur en face de l'entrepreneur. On a beaucoup travaillé sur les interfaces. On a beaucoup d'interfaces aujourd'hui en France et peut-être qu'il serait temps de retrouver cette relation humaine entre le chercheur et l'entrepreneur. Et j'allais dire, vous en êtes le symbole. Et c'est un peu ça qu'on recherche régulièrement, et c'est un peu ça qu'on voudrait recréer avec les relations avec l'université, repositionner l'université comme modèle. Et j'allais dire, le pôle stéphanois, là encore une fois, est symbole de cette réussite, puisqu'on a à la fois une école des mines, à la fois un pôle universitaire, une école des beaux-arts, qui est devenue école des beaux-arts et du design, j'allais dire, à la fin, la cité du design avec la prochaine biennale, qui sera work in process. Donc, in progress. Donc voilà, tous ces symboles-là. Donc en résumé, j'allais dire, Tuan, c'est trop beau pour être vrai pour l'industrie française. Donc on en est très content. C'est la preuve qu'il n'y a pas de déterminisme ni géographique, Saint-Étienne il y a 20 ans, ni sectoriel du textile il y a 20 ans, et qu'il n'est important que des hommes, et en plus, quand c'est des femmes, c'est encore mieux. Merci et bon anniversaire. Merci Gilles Babin. Alors après ces premières interventions, nous allons maintenant passer à un moment un peu plus choral. Nous allons nous accueillir plusieurs participants à une table ronde, puisque bien évidemment évoquer l'avenir d'une entreprise comme Tuan et envisager l'avenir de son secteur en général, c'est se confronter à un certain nombre de questions de fond, notamment celle du corps amélioré. Vous savez, c'est un sujet de société, on entend parler de toutes parts, souvent de manière un petit peu désordonnée. Nous nous sommes dit qu'il pouvait être intéressant peut-être d'y consacrer quelques dizaines de minutes pour aller un peu plus au fond des choses et essayer de cerner un peu plus clairement les défis qui sont à relever. C'est la mission qu'ont accepté de remplir avec moi 5 participants. Je vous les invite à me rejoindre sur cette estrade. D'abord Jean-Louis Fréchin qui va nous apporter le regard du designer. Également Romain Marmot qui nous apportera un regard d'entrepreneur puisqu'il a participé à créer une application remboursée par la Sécurité sociale dont vous verrez tout à l'heure l'utilisation exacte. Paul Calmels qui nous apportera le regard du médecin. Jean-Michel Beignet qui nous apportera un regard de philosophe et François Gérin qui nous apportera un regard d'industriel. Soyez les bienvenus, messieurs. Vous pouvez les applaudir, effectivement. Alors d'abord, comme je le disais, on entend régulièrement aborder ces questions du corps amélioré, de l'homme, parfois même de l'homme augmenté, l'homme quantifié, l'homme qualifié, l'homme augmenté. C'est de l'air du temps encore une fois, mais cela génère une dose d'angoisse et une autre de fantasme. On va essayer d'être un peu plus dans le réel ce soir. D'abord, pour mieux cerner les enjeux, peut-être, où sont les lignes de front vraiment aujourd'hui dans ce domaine? Cela implique bien évidemment des questions d'ordre technologique, éthique, des questions liées aussi aux applications industrielles, des enjeux également commerciaux, des questions de société, de législation. Où est-ce que cela bouge et où cela peut-être coince-t-il le plus? On commence peut-être avec vous, Jean-Michel Beignet, pour le point de vue du philosophe, pour une perspective un peu globalisante. Bien, merci. Oui, vous parlez volontiers de corps amélioré, alors que très souvent c'est plutôt de corps augmenté qu'on parle. Je souhaiterais pour ma part qu'on puisse encore distinguer
l'amélioration et l'augmentation lorsqu'il s'agit de la santé et du corps. Néanmoins, j'ai le sentiment qu'on glisse de plus en plus du côté du quantitatif et que l'on laisse un peu de côté le côté amélioratif. La traduction du terme américain « enhancement » qui est à l'origine du lexique de l'augmentation dans le domaine de la santé et dans d'autres domaines, eh bien, cette traduction s'est faite délibérément, je crois, du côté du quantitatif. On veut un corps augmenté, c'est un corps qui sera celui d'un être capable de voir plus, de mémoriser davantage, de courir plus vite, même lorsqu'il s'agit de cosmétologie, parce que là on pourrait se dire qu'on a affaire à l'amélioration, eh bien la cosmétologie elle-même va du côté du quantitatif. Il s'agit de vivre plus. La préoccupation pour la longévité est devenue quasiment obsédante. Alors ça va très vite et je pense que dans l'esprit de nos contemporains, il y a quelque chose d'un petit peu déconcertant dans cette prise en charge par les médecins, par les biologistes, cette prise en charge de préoccupations qui sont liées à cette augmentation. Parce que si on situe les choses dans une durée relativement modeste, si on remonte à l'aube de ce qu'on a appelé la modernité, c'est-à-dire le XVIIe siècle, simplement, bon, on va commencer progressivement quand même à considérer le corps comme quelque chose de mécanique. Besoin de l'âme. Est-ce que l'âme, c'est pas quelque chose finalement qui serait le pur produit de la matière même dont est fait le corps? Et puis tout ça s'est développé de plus en plus et il y a eu quelques efforts un petit peu désespérés de la part de philosophes au XXe siècle pour rappeler que nous n'avons pas un corps, mais nous sommes un corps et que par conséquent cette extériorisation du corps à laquelle induit l'approche mécaniste, eh bien, elle est peut-être discutable. Donc, je crois que nous assistons aujourd'hui, et derrière le lexique de l'augmentation, c'est très clair, nous assistons au triomphe d'une conception mécaniste du vivant qui va, je crois, encore faire problème dans bien des esprits et va révéler de grandes difficultés. Les spéculations qui ont été générées par le développement de la cybernétique à la fin des années 1950, nous en sommes aujourd'hui contemporains. C'est à cette époque-là qu'on se dit qu'après tout, on devrait bien pouvoir mobiliser les sciences et les techniques pour réaliser des organismes artificiels. Hein. On va jusque-là à ce moment-là. Et si on peut penser l'organisme artificiel, c'est parce qu'on s'est débarrassé d'un certain nombre de préjugés ou d'idées préconçues relatifs au corps. On s'est dit par exemple que l'intelligence, elle pouvait tout à fait bien être celle de machines, puisque être intelligent, c'est d'abord et avant tout savoir résoudre des problèmes. Donc c'est savoir mobiliser des calculs. Aujourd'hui, on parlerait davantage d'algorithmes. Mais donc tout ça s'est fait dans un laps de temps quand même très très réduit. On a appelé ça souvent le désenchantement, un désenchantement du monde, un désenchantement des réalités humaines. Et aujourd'hui, on se pose continuellement la question des frontières. Frontières entre l'animal, frontières avec la machine. L'humain est profondément déconcerté, déstabilisé. Et je crois que vous, professionnels de la haute technologie appliquée à la santé, vous êtes obligés, vous serez de plus en plus obligés, je pense, d'affronter le problème parce que la question de l'acceptabilité même des innovations en dépendra. Alors, nous aurons l'occasion d'y revenir effectivement. Peut-être pour résumer d'un mot, je dirais que la position du philosophe que je joue ce soir consiste à dire attention, le travail que vous faites ne doit pas complètement écraser la dimension symbolique de l'existence humaine, parce que c'est par là, et par là seulement, que nous résisterons à
l'animalisation ou à la machinisation. Qu'en dit le médecin, Paul Calmès, d'autant plus que non seulement vous accompagnez bien évidemment Thuan régulièrement, vous êtes aussi, dans votre activité de médecin, vous êtes un spécialiste de la rééducation. Donc on imagine que pour vous, cette réalité de l'homme augmenté et de l'amélioration du corps correspond à un regard très particulier. Oui, alors je pense que c'est important peut-être de distinguer par rapport à ce qui a été discuté tout à l'heure, l'augmentation ou l'homme augmenté et l'homme amélioré. En fait, moi, mon quotidien, c'est plutôt de prendre en charge des personnes qui, suite à une maladie, suite à un accident, se retrouvent diminuées. Donc, finalement, notre finalité à la réflexion de cette soirée, ça a été ça. On passe notre temps à essayer d'améliorer, je vais dire, des personnes qui ont ce qu'on appelle une déficience motrice ou cognitive ou comportementale et surtout une limitation dans leurs activités de tous les jours. De celles les plus basiques jusqu'à celles les plus sophistiquées. Donc cette réflexion, finalement, on passe notre temps à essayer d'améliorer par différents systèmes. Le basique de l'amélioration, il peut être pour nous, et il l'a été à un moment donné, parce qu'on a été, j'ai une certaine ancienneté dans ce métier, donc il a été d'abord, je vais dire, un peu contemplatif, parce qu'on n'avait pas de moyens, ou peu de moyens techniques, ou des moyens manuels assez limités. Et puis, je dirais, en 30 ou 40 ans de pratique, on voit bien qu'aujourd'hui, les techniques, les technologies nouvelles nous permettent d'améliorer véritablement et d'être efficients sur cette amélioration de fonction. Donc ça, c'est un élément qui est quand même important et qui doit être pris en considération. À côté de cela, bien sûr, hein, moi, ce que je pourrais dire, c'est toujours la prudence. Parce que jusqu'où on va ou jusqu'où on ne va pas. Je donnerai juste cet exemple-là. Moi, quand j'ai été formé chez un paraplégique, on apprenait surtout à accepter sa paraplégie. Aujourd'hui, on a des gens qui viennent nous demander de remarcher. Et on sait que 20 ans, 30 ans après leur paraplégie, ils ont encore un espoir de remarcher ou de vouloir remarcher. Et la question que nous, on doit se poser, c'est comment on peut les aider. C'est une question qui est à la fois difficile techniquement, difficile éthiquement et professionnellement, mais qui doit se discuter aussi, et c'était un peu la réflexion, elle doit se discuter entre nous et notre patient, de ce que l'on peut ou de ce que l'on doit leur proposer, sans que ce soit nous qui choisissons uniquement, parce que vous le savez aussi, parfois le médecin il peut avoir tendance à choisir pour son patient, donc il faut qu'on soit attentif à cela. Et puis on a aujourd'hui un troisième partenaire qui peut être globalement le fournisseur de dispositifs, de systèmes, et jusqu'où on peut avoir. Donc c'est vrai que, je vous le dis, aujourd'hui, moi, par exemple, pour un certain nombre de dispositifs, hein, type stimulation, par exemple, hein, on peut faire de la stimulation cérébrale, de la stimulation périphérique ou autre. Aujourd'hui, on a tendance à aller vers la proposition à nos patients de ce qui existe. Et après, de travailler avec eux sur le choix potentiel du bénéfice qu'ils en tirent. Mais je pense qu'il faut à la fois être attentif de ne pas aller trop loin, mais attentif de ne pas réduire aussi leurs demandes et leurs besoins. Alors, présenter aux patients ce qui existe, c'est parfois délicat parce que l'état de l'art évolue en permanence, les innovations ne cessent de se multiplier. Peut-être, François Gérin, vous qui travaillez ô combien sur ces questions, vous êtes conseiller de la présidence du groupe Siemens, mais vous avez, tout au long de votre longue carrière dans l'industrie, travaillé sur moult innovations. Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qui est concrètement accessible aujourd'hui? Ce qu'on essaye de faire dans l'industrie, c'est de favoriser les idées nouvelles. Et notamment, pour ce qui est de Siemens, nous avons un grand prix de l'innovation, c'est un exemple que je voudrais donner, qui, il y a 2 ans, avait choisi le thème des exosquelettes. C'est pour ça que je vais vous céder la parole juste après Paul Calmès. Amélioration, augmentation, les deux étaient possibles dans les propositions des candidats qui étaient des ingénieurs en dernière année de leur école d'ingénieur ou en Master 2. Et quelle a été surprise de voir revenir 2 dispositifs médicaux. Notre auditoire peut justement voilà. Découvrir ça en images. Et donc, si on peut passer au premier transparent suivant, 2 élèves ingénieurs donc, de l'école centrale de Lille ont proposé une ceinture qui a comme caractéristique d'être dynamique. Vous voyez qu'il y a 4 petits vérins. Elle prend appui sur le bassin. Et ces vérins permettent de contrôler en permanence le positionnement du dos par rapport au bassin. Et ce, pourquoi? C'est pour les gens qui ont des lombalgies, cruralgies, sciatiques.
et autres douleurs provenant de l'état de leur dos. Il faut savoir qu'il y a plusieurs dizaines de millions de jours non travaillés par suite de ces difficultés, cette maladie, que les opérations chirurgicales ne sont pas toujours simples à faire et elles n'ont pas toujours un succès total. Et donc là, le concept consiste à piloter la partie supérieure du tronc pour faire en sorte qu'on n'arrive pas dans la zone de douleur. Donc faire en sorte que les gens se rééduquent, évitent de faire des faux mouvements en étant aidés par ce dispositif. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ça fait appel à des technologies extrêmement modernes, à commencer par la capacité à faire du sur-mesure, puisqu'il va falloir le faire à la bonne dimension, mais même la forme de la personne qui l'utilisera. Donc on va faire du scan à 3 dimensions pour le corps, puis de l'impression à 3 dimensions pour le dispositif qui s'appuie sur le bassin d'un côté et qui pousse vers le haut pour libérer les vertèbres et les nerfs qui passent entre les vertèbres. Et ensuite, en termes de production, il va falloir être capable d'être flexible pour faire du sur-mesure complet, tout en restant industriel. Et alors, on a un deuxième dispositif qui a été présenté, donc après Japet et Atlas, on va l'afficher très rapidement, qui est celui d'un gant de rééducation. C'est pour les personnes qui ont eu un accident vasculaire cérébral, par exemple, et qui doivent faire ou qui ont un problème de transmission nerveuse au niveau du bras ou de l'épaule, pour pouvoir faire une rééducation chez eux, plus souvent que la venue d'un kinésithérapeute qui ne peut pas rester des heures et des heures chez le patient. Et ce système est également en cours de développement, il s'appelle Exoglove, et il venait de 2 ingénieurs d'une école de Marseille. Et là aussi, il fait appel à des technologies extrêmement évoluées. Et dans tout cela, on a beaucoup parlé, le président Gallois a parlé du numérique, et le numérique est un élément absolument indispensable pour la mise au point de ces dispositifs. Alors, on voit bien que les limites effectivement de la technologie ne cessent d'être repoussées, mais en même temps, pour que tout cela puisse se faire de manière harmonieuse, est-ce que vous veillez justement, est-ce que les ingénieurs veillent à travailler de manière étroite avec les médecins, tels que les représente Paul Calmels, et puis peut-être également avec des régulateurs, avec des personnes qui réfléchissent à l'éthique, aux enjeux que nous expliquait tout à l'heure M. Beignet. Comment est-ce que vous faites en sorte justement de faire de l'intelligence partagée, de l'innovation partagée ? Alors au cas d'espèce, en l'occurrence pour la ceinture que vous avez pu voir, Atlas, il y a bien évidemment des essais cliniques qui sont menés avec le CHU de Lille, déjà depuis 18 mois, et qui aboutiront à une mise sur le marché. En tout cas, c'est ce qui est visé par la société Japet. Et par ailleurs, il faut travailler en liaison directe avec des patients pour s'assurer qu'ils supporteront bien ce dispositif, qu'ils seront effectivement aidés dans leurs mouvements pour éviter de faire ce qu'on appelle des faux mouvements qui pourraient entraîner un coup de poignard dans le dos et des douleurs considérables. Donc il y a vraiment tout un travail de préparation, de dialogue avec le corps médical, avec les patients, pour veiller à ce que ce dispositif soit effectivement bien accepté. Par définition, tout ce qui touche à la santé nous place au cœur d'un système complexe. Ça suppose de travailler non seulement entre industriels, entre les industriels et le corps médical, mais également avec la puissance publique. On va peut-être écouter votre témoignage, justement, Romain Marmot, parce que vous êtes le cofondateur de Voluntis. C'est une start-up, scale-up. Vous nous direz à quel stade de développement vous en êtes de vos activités, dont les activités se partagent, je crois, entre Paris et Boston. Mais vous êtes à l'origine de Diabéo, qui est une application qui devrait être remboursée par la sécurité sociale. Expliquez-nous comment justement on travaille sur de l'innovation en essayant de s'inscrire dans cet écosystème complexe de la santé. Oui, donc effectivement, j'ai créé une société il y a plus de 10 ans qui s'appelle Voluntis. Je vis aujourd'hui à Boston, donc je voulais contribuer à cette table ronde avec le regard de l'entrepreneur, mais aussi de l'expatrié qui vit dans un des centres névralgiques de l'innovation en santé. Pas totalement expatrié, rassurez-nous. Non, alors je suis expatrié pour exporter les produits qu'on fabrique à Suresnes avec une centaine d'ingénieurs qui ont fabriqué avec le soutien de la BPI, qui est d'ailleurs notre premier actionnaire. Diabéo, alors c'est une solution qu'on a commencé à construire avec des patients. Notre premier client était l'association des jeunes diabétiques, et puis on a travaillé avec des médecins de Corbeil-Essonnes pour concevoir une solution qui
aide les patients à prendre des meilleures décisions relatives à l'utilisation de l'insuline au domicile, sous l'encadrement distant du professionnel de santé qui, au départ, a configuré la solution pour agir non pas en remplacement du médecin, mais en tant qu'extension du médecin auprès du patient. Donc on a fabriqué cette solution en découvrant petit à petit que la réglementation était pas si simple quand on vient du monde du logiciel dans le dispositif médical, mais les régulateurs, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, ont progressivement aussi fait évoluer la définition de ce qu'est un dispositif médical. Et aujourd'hui, ce qu'on fabrique chez Voluntis, ce sont des apps que vous pouvez télécharger sur l'App Store, mais ce sont aussi des dispositifs médicaux. En l'occurrence, Diabéo, c'est un dispositif de classe 2B, donc c'est assez élevé en termes de risque, puisqu'on donne une recommandation de dose aux patients à travers ce dispositif. Et donc, on a travaillé avec les patients, les médecins, on a fait des études cliniques, on a démontré la valeur de ce dispositif, qui est donc immatériel. Et pour la première fois, en juillet dernier, l'HAS a accepté l'éligibilité de Diabéo au remboursement. Il reste encore au remboursement par l'assurance maladie. Il reste encore du travail, mais je peux vous dire, vivant à Boston, que l'assurance maladie, c'est effectivement une chance, comme le disait le président gallois, c'est plus de 60 millions de vies couvertes. Quand on compare à un payeur américain, c'est très gros. Et donc pouvoir bénéficier du soutien de l'assurance maladie, c'est une vraie chance pour des industriels comme nous. On va trouver des raisons d'espérer, encore une fois, ce soir. Jean-Louis Fréchin, votre point de vue de designer sur tout cela, parce qu'on se rend bien compte que la technologie ne peut pas être une fin en soi, ô combien, dès lors qu'on touche à des innovations qui concernent la santé. Il faut réfléchir à l'usage, il faut réfléchir à celui qui va être l'utilisateur, le bénéficiaire. Comment est-ce que, lorsque vous abordez des défis tels que ceux liés à des objets qui se retrouvent ensuite dans cet univers de la santé, comment est-ce que vous vous situez? Comment envisagez-vous les choses? Votre point de vue sur cette amélioration et la bonne manière de l'aborder? Alors d'abord, nous, on a la chance d'être des acteurs du numérique presque avant être designer. Il se trouve qu'en France, être designer, c'est un peu décorateur. Et donc, c'est plus facile pour moi de me présenter aujourd'hui comme quelqu'un qui travaille dans le numérique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, et on vient de l'entendre, la France est un pays extrêmement intelligent, qui a une capacité à raisonner ce qu'elle fait, à y mettre de la compréhension avant de l'action. Il se trouve que le monde du numérique, c'est l'inverse. C'est plutôt l'action et une sorte de réflexion théorique après. C'est plus empirique, c'est plus anglo-saxon par construction initiale. Nous, dans le design, on essaye d'être entre les deux. La première chose, c'est, quand on travaille sur des questions de santé, c'est des questions d'observation, puis des questions éthiques. Alors, les questions d'observation, c'est... il y a des gens malades, mais il y a beaucoup plus de gens qui vieillissent. Et vieillir n'est pas une maladie. Donc, cette question du vieillissement et du bien-être nous intéresse terriblement. Les questions éthiques, c'est quelles limites on dépasse ou on ne dépasse pas. Alors, en ce moment, on a la chance de faire des projets, on va dire, sur des êtres vivants, des animaux, ce qui fait qu'on peut observer des questions éthiques autrement et avec des différences culturelles entre nos amis américains qui font des trous dans le corps des vaches pour mettre des choses et changer les piles et mettre des piles de bas de gamme et rentrer-sortir avec un bouchon dans le ventre d'un corps vivant. On voit qu'en France, on fait les choses avec un peu plus de conscience. Si la technologie est un pharmacone, un remède et un poison, je pense que quand même en France, on le voit plus au niveau d'un poison que d'une opportunité. Le président gallois l'a dit, on a peur par conception, par design, par raison critique un petit peu, ce qui est vraiment dommage. Les opportunités, elles sont extrêmement importantes. La première, c'est, bien sûr, on a besoin de réparer et de soigner. Mais on peut aussi considérer que les savoir-faire et les apprentissages déployés dans ces champs-là peuvent nous permettre donc de travailler pour vivre mieux plus longtemps, pour s'augmenter. Augmenter, ce n'est pas un mot qui me fait peur. Il y a un objet que j'aime beaucoup, j'en avais parlé avec John, mes lunettes. Les lunettes, on les met quand on ne voit pas. On répare, on a un problème. Je vous le confirme. Mais, moi aussi, mais déjà, les lunettes, on n'a pas les mêmes, là, tous autour de la table. C'est-à-dire que c'est un objet qui nous aide à être nous-mêmes, à être différents et à dire qui nous sommes. On va pouvoir continuer de mener la vie que nous avons choisie. C'est encore Exactement. Autre chose. J'ai des jeunes gens dans l'agence qui mettent des lunettes alors qu'ils n'en ont pas besoin pour
soigner leurs yeux face aux écrans, face au changement de lumière, et pour dire, je ne serai pas comme toi Jean-Louis, je vais garder mes lunettes plus longtemps. Et là, on voit des dimensions intéressantes, c'est-à-dire des produits qui réparent des pathologies deviennent des produits qui préservent un capital santé, qui sont dans la prévention et pas dans le soin. Et on voit bien, par exemple, dans le cas de Tuan, on a aujourd'hui des prothèses, des prothèses non, mais des orthèses. On voit très bien comment ces produits pourraient devenir des éléments de ma tenue de tous les jours qui contribuent à me sentir mieux, petit 1, contribuent à bavarder sur les problèmes que j'ai pour que Tuan soit un peu plus au courant de mes vraies envies. Je ne parle pas de besoin, je parle d'envie. Là, c'est le designer vraiment. Et puis le troisième point très important, c'est des produits actifs. C'est-à-dire que le matin, j'ai pas mal aux pieds. J'ai eu un grave accident de scooter. Le soir, j'ai mal aux pieds. Donc j'aimerais que la semelle que j'ai dans la chaussure réagisse. Donc des produits actifs. Des produits qui sont, on a parlé de sur-mesure tout à l'heure, mais de sur-mesure quand ? C'est-à-dire évolutif. Et là, on voit les potentiels, puisque le numérique, qui n'est pas tellement un changement de choses, mais la manière de faire les choses, c'est finalement l'interconnexion de possibilités logicielles, de possibilités mécaniques, mécatroniques, nanotechnologiques de matériaux, et puis de créer de la valeur, non pas sur la pointe, mais sur plutôt des répartitions plus larges, un peu moins performant que de travailler pour les grands hôpitaux français, mais pour parler à plus de monde. C'est-à-dire que ce changement de possibilités, à partir d'une technologie qui est assez une commodité, parce que finalement le numérique ça ne veut rien dire, mais c'est assez disponible, chose en réseau, permet d'attaquer la matière. Et ça, c'est la vraie opportunité, non pas pour la pointe, mais plutôt pour une diffusion différente. Alors, on voit très bien qu'à partir du moment où on aborde ces questions, on brasse des enjeux divers, des enjeux technologiques, des enjeux qui relèvent de l'ordre du conceptuel. Il y a des enjeux bien évidemment industriels, économiques, des enjeux éthiques, on vient de l'évoquer. Si on ajoute également tout ce qui concerne les données qui peuvent être collectées par les nouvelles solutions ou encore les problématiques de cybersécurité, on ne sait trop où donner de la tête. Dans quel ordre de priorité aborder les choses ? Est-ce que vous avez peut-être quelques conseils de bon sens à partager avec nous, les uns et les autres? On commence peut-être par le médecin, Paul Calmels. Comment ne pas faire n'importe quoi quand on est en train de jongler avec tant d'injonctions parfois contradictoires? Vous l'avez évoqué peut-être déjà tout à l'heure, ou ça a été évoqué. Je pense déjà en le faisant ensemble et à plusieurs. De façon que chacun ait un regard, ça a été évoqué tout à l'heure. D'abord parce que, moi je vous évoquais tout à l'heure le besoin du patient, donc je pense que la première des réponses et attention que l'on doit tous avoir, c'est le besoin du patient. Ou le besoin de l'usager. Enfin, voilà. Donc ça, c'est la première chose. Prendre les choses dans l'ordre, c'est peut-être ça, effectivement. Revenir, se centrer sur le patient. Je pense que ça, c'est un premier élément pour déjà essayer de ne pas trop se tromper, sachant que chaque usager peut définir ses propres besoins. La deuxième chose, pour nous, praticiens, c'est d'essayer de répondre à sa demande, j'allais dire, mais avec ce qui est à la fois notre connaissance et aussi probablement notre éthique par rapport au regard plus collectif et plus général que l'on peut avoir. Et puis après, c'est ce que disaient aussi tous les professionnels. Bon, il se trouve que nous travaillons avec des ingénieurs, parfois des designers, des médecins, des paramédicaux sur un certain nombre de dispositifs ou de recherche ou autres, des essais cliniques bien sûr, mais comme je l'évoquais tout à l'heure, et on en discute souvent aussi avec les industriels, avec le fournisseur, l'industriel, le distributeur, enfin voilà, tous les membres d'une chaîne qui à un moment donné participent à l'attribution et au suivi de ces dispositifs. Messieurs qui représentaient les entreprises, Romain Marneau, François Gérin, quel est votre point de vue, Romain, pour commencer? Je pense qu'effectivement, quand on part du besoin du patient, on ne peut pas se tromper. Il y a un danger dans la santé numérique, c'est le vouloir absolument collecter un maximum d'informations et barder le patient de capteurs dans tous les sens. Quand on a commencé, on avait donné aux patients des lecteurs de glycémie connectés et puis on s'est dit on va collecter la donnée puis on verra bien, ça servira, ça sera utile pour le dialogue avec le médecin, mais le patient n'en a pas forcément besoin. Donc on doit partir du besoin du patient et des usages, de l'usage qu'on va faire avec les données et pas l'inverse. C'est souvent un écueil qu'on rencontre dans l'innovation en santé. François Gérin, du bon usage justement. Oui, je suis complètement d'accord avec le fait de savoir utiliser intelligemment les données. On parle beaucoup de big data, de données massives, mais ce qui est important, c'est surtout de choisir les bonnes données qui sont effectivement utiles.
Je vais donner notre valeur canalisée, voilà. Oui, je vais donner un exemple, c'est celui de l'Exoglove, dans lequel il y a des sous-programmes qui peuvent permettre à des personnes qui ne pouvaient plus avoir l'usage de leurs mains de prendre des objets, par exemple un verre, de le porter à la bouche pour boire. Et là, il y a besoin d'un minimum de données. Il y a un sous-programme qui va réaliser l'opération, mais il n'y a pas de nécessité, par exemple, de tracer ce que va faire ce système. Le patient, il est suffisamment grand pour savoir ce qu'il a à faire. Et par contre, ce qui est important, c'est qu'il puisse retrouver l'usage de son bras et de sa main qu'il n'avait plus par suite d'un accident. Jean-Louis Fréchin, vous qui, par essence, je dirais, travaillez justement en écosystème ainsi. La question a dérivé en 2 points. La question d'une sorte d'éthique et de limites ou de sécurité et la question des usages et des besoins, qui sont 2 questions différentes. Quand on est dans des sujets lourds, publics, de soins, les questions de sécurité sont très importantes. Quand on est dans le numérique, c'est moins grave. Il y a un exemple que j'aime beaucoup, quand Withings a sorti son tensiomètre connecté, c'était pas un appareil médical au début, c'était un gadget avec pour des gens qui avaient peu d'argent un outil formidable, et puis pour les gens de la vraie santé dure, un mépris absolu. Notamment l'entreprise où travaille mon frère, qui est une des plus grosses pharma, fait des produits très technologiques, etc., américaine. Et un jour, la FAA a certifié le tensiomètre Withings, c'est un medical device. Et là, ça a changé, parce que le contexte de conception, d'usage et de non-besoin, puisque c'était plus un projet de désir, puisqu'il n'était pas, on va dire, médical au départ, ont un peu bouleversé chez les compagnies américaines la manière de faire les choses. Quand on est dans la médecine et qu'on soigne des gens, la question du besoin, elle est là. Quand on fait et qu'on répare des gens, on fait des prothèses, j'ai rien à dire à ce que vous avez dit. Quand on fait des produits et qu'on veut considérer qu'on va accompagner une population à mieux vieillir, à être mieux, à soigner un bobo à un instant T, ou à prévenir, disons, un membre fragile sur un temps très long, on est dans autre chose. On n'est plus tellement dans le besoin, on est dans une manière de vivre avec les choses qui nous entourent, qui relève plus du désir, qui relève plus de notions beaucoup plus complexes qu'un besoin objectivé. Et pourquoi je dis ça et j'insiste ? En France, on a énormément de talent, mais puisque vous avez placé ce moment sur le champ de l'innovation, innover, c'est pas répondre à des besoins. Innover, c'est un peu plus que ça et c'est un petit peu plus compliqué. Donc il faut sortir de nos certitudes rationnelles et cartésiennes. Il y a un problème, on met de l'intelligence, on donne une solution. Sur la question de comment on va vivre avec nos corps longtemps, il y a des questions complexes, variées dans les réponses, dont une relève du désir et de l'envie, qui sont des éléments complètement différents. Même si, en tant que Français, on ne peut pas y échapper, nos questions de crainte vis-à-vis des éléments de sécurité seront toujours là, l'analyse des besoins seront toujours là, c'est notre éducation. Par contre, ce qu'on ne sait pas faire, c'est adresser les autres problématiques complexes de ce qui fait la différence entre une prothèse et un produit. Jean-Michel Bonnier, on se tourne naturellement vers le philosophe pour nous aider à penser ainsi la complexité et ensuite à mener des actions qui ne soient pas totalement désordonnées. Écoutez, moi je suis très content d'avoir entendu ce que je viens d'entendre, parce que je crois que l'un des problèmes que nous avons, c'est que nous sommes, entre guillemets, victimes d'une définition de la santé qui nous a pratiquement échappé. Longtemps, la santé, c'était le silence des organes. Longtemps, la santé, c'était l'absence de maladie. Et puis un jour, l'OMS, comme vous le savez, 1946 ou 1948, a défini la santé en termes de bien-être individuel et collectif. Et à ce moment-là, eh bien, le médecin va se trouver investi d'une mission absolument impossible, celle d'assurer, au fond, notre bonheur aux uns et aux autres. Et c'est là où l'envie va sans doute intervenir. Et je crois que s'il y avait du bon sens en nous, ce serait de résister à cette extension de ce concept de santé qui nous conduit aujourd'hui à presque développer une hypocondrie généralisée. Parce que si la santé, c'est le bien-être, elle est par définition indéfinissable, et tout ce que je vais pouvoir mettre en œuvre pensant m'octroyer ce bonheur, je vais le faire. Et l'innovation est dans cette dynamique tous azimuts. Donc je crois que s'il y avait un peu de bon sens chez nous, il consisterait à résister aux slogans qui nous
promet une médecine connectée, prédictive, personnalisée. Hein, et ça nous conduirait peut-être à refuser les uns et les autres d'être de simples supports de data, parce que vous l'avez bien dit, finalement, le numérique invite finalement à collecter des données, tous azimuts. On verra bien ce qu'on en fera. On verra bien ce qu'on en fera. Et on est aujourd'hui dans une situation où nous sommes en train de développer une médecine qui ne sera plus une médecine de l'explication du symptôme, mais simplement de la collecte et de la corrélation de données susceptibles de conduire à établir des diagnostics. Donc la statistique va devenir la base même de l'administration de la santé. Et donc, voilà, progressivement, nous acceptons d'être des supports de données, d'accorder nos données. Nous allons de plus en plus être demandeurs de biocapteurs, d'implants, de bracelets électroniques, etc. Et nous sommes en train de nous préparer une situation proprement hallucinante. Ça me renvoie directement au titre d'un de vos ouvrages, c'est Demain les post-humains. On est en plein justement dans ce type de problématique. Mesdames et messieurs, comme les sujets que nous abordons ce soir vous concernent directement, à la fois en tant que citoyen, en tant qu'être de santé, et puis en tant que professionnel, bien évidemment, pour toutes celles et ceux qui travaillent au sein de Thuan, j'imagine que peut-être vous avez des questions à partager avec nous. Si c'est le cas, ne vous en privez pas. Vous levez la main et soit notre ami John, soit moi, allons vous passer un micro. N'ayez pas peur. Alors moi j'ai tout de même encore une autre question dans mon escarcelle, si vous hésitez, mesdames et messieurs, à vous exprimer. C'est peut-être pour terminer sur une note un peu positive, une note d'espoir, parce qu'on voit bien qu'il y a tout de même un certain nombre de problématiques assez lourdes que nous avons évoquées ce soir. Quand vous envisagez certains des développements sur lesquels vous pouvez travailler vous-même ou que vous pouvez observer dans votre écosystème, y en a-t-il qui illustrent ce qui pourrait être un bon point d'équilibre entre la prise en compte de l'éthique, la prise en compte des enjeux sociaux, la prise en compte des enjeux presque existentiels que vient de nous rappeler Jean-Michel Beignet, et puis toutes les nouvelles possibilités que peuvent offrir les technologies, qu'elles soient mécaniques ou encore une fois numériques. Des choses qui vous semblent, voilà, trouver un bon point d'équilibre. Monsieur Fréchin. Il y a un philosophe des techniques qui s'appelle Gilbert Simondon, qui est de Saint-Étienne d'ailleurs, qui parle du milieu technique associé, du milieu associé. Donc faire des produits, que ce soit des prothèses ou des produits, c'est... dans le cas de Simondon, il parlait de la turbine de Larance, mais pour moi, le milieu associé, ce sont les gens pour lesquels on fait des produits. Et ce qui me semble très intéressant dans l'époque qu'on vit, et je vais prendre l'exemple de Thuan parce qu'il m'intéresse, et aussitôt en le disant, je sens ma jambe, c'est étonnant, c'est finalement la capacité dans un produit, ce que je veux dire n'est pas du tout technologique, à devenir invisible dans le sens où les technologies qui sont convoquées dans des produits qui sont parfaitement maîtrisés, très beaux, bien conçus, pourraient devenir des éléments de tous les jours et puis des éléments stigmatisants. C'est-à-dire que le bien-être et le support apporté à ces produits peuvent devenir des objets de mode de tous les jours, un peu comme les lunettes. Ça, c'est une première tendance qui n'est pas pour cacher la technologie, mais pour au contraire la banaliser de manière subtile et européenne dans des produits actifs de tous les jours. La deuxième chose, j'en ai parlé tout à l'heure, ce qui est formidable dans Thuan, c'est que ça enlève une certaine partie des questions d'éthique parce que ça reste sur le corps. Par à l'intérieur, ça ne le pénètre pas, enfin, jusqu'à maintenant, et sauf éléments que je n'ai pas à ma connaissance, puisqu'il y a des bas pour les dames qui développent de la crème et donc qui rentrent dans le corps. Mais c'est le fait que avec les technologies qui sont aujourd'hui plus trop des éléments de laboratoire, mais qui sont vraiment des éléments d'innovation et de bureaux d'études d'entreprise, on va avoir des produits qui vont s'adapter dans le temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, et qui là sont des vrais produits actifs, non plus des produits capteurs qui donnent des données dont on ne sait pas quoi faire, mais des produits actifs avec des actionneurs qui vont vraiment nous aider, qui vont réagir à des sensations suivant les moments de la journée. Ça, c'est vraiment... des éléments fascinants parce que ce sont des produits qui deviennent quelque part, alors peut-être ce que je vais dire va faire peur ou va être polémique, c'est ce que nous on appelle dans le design des produits vivants, c'est-à-dire des produits qui ont des comportements en fonction de ce qu'on est. Et ces produits,
ils sont une opportunité incroyable puisqu'ils vont fusionner finalement deux espaces qu'on connaît bien, le monde secondaire des biens et le monde tertiaire des services, en une nouvelle classe quaternaire. Moi, je les appelle des néo-objets, c'est-à-dire des objets qui sont autant des services que des fonctions et qui sont actifs. Et cet espace-là, compte tenu des savoir-faire qu'on a en France, des entreprises, le président Gallois l'a dit, de la manière dont on peut transformer le savoir des hôpitaux ou des médecins en innovation pour faire des produits, je pense que c'est une opportunité. Cette opportunité est d'autant plus court terme qu'elle est hors du système conventionné médecine sécurité sociale, parce qu'il ne faut pas se leurrer non plus, pour innover, il faut être un peu en dehors des champs trop normés. Jean-Michel Beignet, je ne peux pas résister au plaisir de demander aux philosophes ce qu'ils pensent des produits vivants. Écoutez, c'est pas plus absurde que les objets intelligents, hein, vous savez. C'est la même chose. Hein, et donc là, il y a fort à faire. Moi, je crois qu'il faut prendre les mots au sérieux si on veut se sortir de ces situations. Prendre les mots au sérieux, ça voudrait dire, par exemple, mettre les technologies en culture, c'est-à-dire faire en sorte que des technologies, on puisse dire quelque chose, s'exprimer avec elles. Je crois que ce qui est le plus grave dans la société que nous sommes en train de développer, c'est que nos technologies écrasent le langage. Hein, nous coupent de plus en plus la parole. Hein. Ça, c'est déjà vécu dans le milieu médical où l'avenir de la clinique est compromis parce que de moins en moins, la relation médecin-patient passe par les mots, par le langage. On fait comme si la maladie, c'était une panne qu'on répare. Mais non, la maladie, ça n'est pas une panne. La maladie, c'est une façon d'être au monde, évidemment paradoxale et handicapante, mais la maladie, elle passe par les mots, elle est entourée de mots. Hein, et le médecin traditionnel était celui qui savait jouer aussi bien de la relation langagière, dialogale avec le patient, aussi bien qu'avec les informations de l'auscultation, de l'investigation. Bon, je crois que c'est à ça qu'il faut être attentif. Donc moi, je ne suis pas du tout désespéré. Je crois qu'il y a lieu d'être encore confiant, pour autant que nous saurons défendre ce qui nous est le plus humain, c'est-à-dire le langage. Le reste, ça nous est commun avec les animaux et avec les machines. Donc comment faire pour que le langage reste présent dans l'univers des technologies. Hein. Le président Gallois évoquait tout à l'heure la formation. Moi, j'aime beaucoup voir que dans de plus en plus de campus américains, hein, où on forme des élèves ingénieurs, eh bien, on réinjecte de plus en plus des enseignements de littérature. La littérature. Pourquoi la littérature? Parce que la littérature, elle nous décrit l'humain comme un être compliqué, éminemment compliqué, qui ne se laisse pas réduire à des algorithmes, à des datas, et qui ne se laisse pas mouliner, formater par des dispositifs. Je crois que c'est par là aussi que ça doit passer. Romain Marmot, je vous voyais réagir, approuver ce que vient de dire Jean-Michel, ce que vient d'évoquer Jean-Michel Beignet, justement sur la manière de former les ingénieurs sur les campus américains. En fait, j'approuvais parce que vous m'avez tendu une perche en parlant des États-Unis, et je voulais contribuer à cette clôture de notre conversation avec une note positive pour vous dire on est là pour trouver des raisons d'espérer. Oui, alors j'y vis depuis quelques années, donc encore une fois à Boston, c'est vraiment le cœur de l'innovation en santé là-bas, et je peux vous dire que je vois passer beaucoup de belles entreprises françaises qui viennent s'installer en Nouvelle-Angleterre d'abord, puisqu'ils apprécient aussi d'être au milieu de ce centre névralgique, mais qui apportent la compétence des ingénieurs, des médecins, des designers français qui n'ont absolument rien à envier aux Américains. Et je crois qu'on a une vraie chance de construire ou de reconstruire une industrie des technologies de santé innovantes. On voit la présence de la France au CES, mais dans la santé en particulier, on est très fort. Il faut se le dire. Arrêtons de se plaindre. On est très fort. Et moi, je peux vous dire, aux États-Unis, je me bats tous les jours pour faire reconnaître la force de notre pays en la matière. François Gérin, comment l'industriel que vous êtes, justement, cherche-t-il à bien se mouvoir avec ses équipes sur cette voie étroite, encore une fois, entre enjeux économiques, enjeux technologiques et puis enjeux d'ordre plus éthique?
Oui, je voudrais rebondir d'ailleurs sur ce que vous disiez à l'instant. La société Japet, dont je parlais tout à l'heure, avec sa ceinture dynamique et active, vivante, était présente au CES de Las Vegas il y a 15 jours. Et ça a été fort apprécié. Elle est également présente en Chine maintenant dans un incubateur qui s'appelle Axe, près de Shanghai, et qui là aussi est un élément de dynamisme dans l'innovation. Et à ce point de vue-là, je pense que ces systèmes vont aussi permettre de se réconcilier avec ses propres maladies. Parce que finalement, quelqu'un qui souffre du dos et qui ne sait pas trop quoi faire, qui a été opéré, ça ne s'est pas bien passé, si on peut lui apporter une solution grâce à un système qui va vivre avec lui, qui l'accompagne réellement comme un compagnon et lui évite d'avoir des douleurs parfois insupportables, je pense que c'est un élément tout à fait positif pour améliorer la vie qu'il peut mener tous les jours et qu'il soit moins handicapé par sa maladie. On termine avec vous, Paul Calmels, qui allait nous ramener celui qui est au cœur de tout cela, c'est-à-dire le patient. Des choses qui vous donnent des raisons d'espérer, parce que justement, elles semblent bien menées, trouver un bon point d'équilibre. Alors, j'allais dire, nous, des raisons d'espérer, on en a tous les jours, Dieu merci. De la part d'un médecin, c'est un excellent message. D'une part, et en tous les cas, c'est ce que l'on essaie aussi de transmettre à nos patients. Moi, j'ai une vision très positive. La première, c'est celle de la formation et de l'information. C'est-à-dire qu'en fait, les dispositifs, et en particulier les dispositifs connectés, vont nous permettre d'informer, de former, d'éduquer nos patients. Donc ça, c'est aussi, je crois, un élément positif. À distance de nous, à distance des paramédicaux, chez eux, dans leur environnement, dans leur écologie, de répondre à des questions, enfin bref, de rester proche d'eux d'une certaine manière et d'avoir peut-être même la disponibilité que parfois on n'a pas aujourd'hui, hein, même si je pense encore qu'on essaye d'avoir des mots avec nos patients, malgré tout. Donc ça, c'est un premier élément. Et le deuxième élément, c'est que ces dispositifs, d'une manière générale, et en tous les cas pour ceux que moi je connais bien, ça apprend aux patients à mieux se connaître, ce qui est quand même loin d'être négligeable. Je prends souvent cet exemple sur les orthèses, on pourrait le prendre sur les ceintures. Je le dis souvent en cours. Je veux dire, chacun d'entre vous ici, vous n'êtes pour beaucoup pas capable de nous dire exactement dans quelle position est votre dos. Parce que le dos, c'est pas bien représenté au niveau du cerveau, parce que le dos, c'est dans le dos, que ça ne se voit pas, parce que le dos, c'est très symbolique aussi de beaucoup de mots, MAUX et parfois MOT aussi. Donc ça, c'est un élément important. Et certains dispositifs vont vous apprendre justement à mieux comprendre votre dos, ses positions, ce qu'on appelle la proprioception, la posture. Et en ce sens-là, c'est une meilleure compréhension et connaissance de son corps. Et je pense que ça aussi, c'est quand même très important pour chacun d'entre nous de bien connaître son corps. Merci, messieurs, de nous avoir fait partager votre expertise, vos expériences. Et puis ces messages d'espoir, encore une fois, c'est aussi l'une des significations de cette soirée. Vous allez pouvoir reprendre une activité normale. Nous allons poursuivre, chers amis, cette soirée avec une deuxième partie qui sera plus axée sur l'avenir, la technologie, la science, le progrès, quelques voyages. Et en transition, nous avons un petit film qui va vous parler de Tuan demain, après Tuan aujourd'hui, un peu plus tôt. Tuan répond à des exigences contemporaines. Une santé quantifiée et une santé qualifiée, la proximité avec les patients, le parti pris du design comme élément différenciateur, l'offre multispécialiste, le choix du sur-mesure, la multiplicité des outils de connexion. Afin de répondre à toutes ces exigences, Tuan continue de se transformer et d'anticiper les mutations de ses marchés. La transformation du groupe s'appuie sur son développement à l'international, grâce à une croissance organique soutenue par le biais de nouvelles acquisitions. Cette transformation passe également par l'augmentation des capacités de production et de supply chain et le renforcement des équipes commerciales et marketing. Afin de concevoir de nouveaux dispositifs médicaux et de nouveaux services dédiés à nos clients et à nos patients, le digital investit aujourd'hui l'ensemble des fonctions du groupe. Tuan Lab, au cœur de cette transformation, c'est un pôle technologique digital qui développe et appuie les différents projets digitaux de l'entreprise en lien étroit avec la R&D, un nouvel état d'esprit, une nouvelle mission, ouvrir l'innovation à des technologies nouvelles, à des modes managériaux nouveaux et à des projets portés par des startups.
Tuan aujourd'hui, c'est aussi la santé connectée avec Tuan Scan, qui numérise et mesure de façon précise les parties du corps sans aucun contact physique. Tuan Care, qui permet de proposer aux professionnels de santé le dispositif qui correspond le mieux aux patients. Des aides pour votre santé, la nouvelle plateforme d'échange et d'information pour les patients et leurs proches, développée en collaboration avec des experts médicaux. Cette transformation se réalise dans le respect de ses valeurs d'origine. Pérennité, agilité, frugalité. Autour d'un symbole fort pour aujourd'hui comme pour demain, le même logo modernisé porte toujours les valeurs du groupe. Cette seconde partie de notre soirée va nous donner l'occasion d'accueillir plusieurs amis du groupe Tuan, amis éminents. La première, c'est Madame Claudie Ignoré, que nous sommes ravis d'accueillir. Quand on parle de science, forcément, vous êtes une figure de proue en la matière. On écoute tout de suite votre point de vue justement sur les sujets qui nous rassemblent ce soir. Merci. Merci à vous. Je suis vraiment très très heureuse, chère Elisabeth, de me joindre à ce moment formidable pour célébrer ces 150 années. Alors, je suis heureuse aussi d'être, mais vous allez intervenir tout à l'heure, une des rares femmes présentes dans votre table ronde. Hein. Le jamais sans elle, je le rappelle. Mais voilà, je suis heureuse d'être là pour prendre la parole. Alors, je ne vais pas remonter à il y a 150 ans, bien évidemment, mais même si je remonte simplement à 35 ans, je vais dire que Tuan faisait partie de mon paysage quotidien. Je suis un rhumatologue traumatosportif. Alors, à cette époque-là, dans cette première vie, qu'est-ce que j'avais? J'avais mes mains, j'avais mon écoute et mes mots, probablement avec le patient, les anti-inflammatoires contre la douleur. Alors, les bandes biflex pour les strappings, les ceintures de soutien lombaire pour mes lombalgiques, et puis l'avis du chirurgien orthopédique, parce que c'était parfois la seule solution qu'on pouvait proposer à nos patients à ce moment-là. Et c'est vrai que l'exercice de cet art qu'est la médecine a beaucoup évolué depuis, heureusement, et que Tuan a aussi, bien sûr, beaucoup évolué. Alors moi, je parlais de l'homme réparé dans ma pratique médicale. C'était mon quotidien. On a évoqué l'homme amélioré, l'homme augmenté. Puis alors, plus récemment, il y a une dizaine d'années, j'ai eu le grand plaisir de croiser le chemin d'Elisabeth Ducoté. Une personnalité, vous la connaissez bien, elle est visionnaire, elle est proactive, elle est riche d'empathie. Elle est passionnée, elle est déterminée, elle est convaincue et convaincante. On s'est très bien entendu quand nous nous sommes croisés au sein du conseil d'administration de la Fondation Villette à l'époque, qui est devenue Universcience partenaire dans cette belle maison de la Cité des Sciences et du Palais de la Découverte. Je trouve que c'est un joli clin d'œil d'être à la Cité des Sciences ensemble ce soir. Nous avons partagé, je dirais, les mêmes envies de pédagogie, de transmission, de trouver des méthodologies innovantes pour parler à ce public de ce qu'on pouvait proposer pour l'avenir, ou même des regards vers le passé, de reconnaissance des savoir-faire. On a essayé de chercher des nouveaux modes d'inspiration. Je crois qu'on partageait cette nécessité de mettre la science en culture, et cette culture de la technologie aussi évoquée tout à l'heure. On est dans une ETI, vous l'avez dit. Pour moi, ETI, je croyais que c'était entreprise très innovante. Je trouve que ça vous va très bien. Et dans votre vision de l'innovation, ce que j'ai retenu des petits films et puis de ce que vous avez expliqué de votre maison, c'est que c'est une innovation qui est bien distribuée. En fait, c'est un état d'esprit, c'est véritablement une culture au service d'une stratégie globale. Vous avez évoqué les innovations de produits technologiques avec ces textiles intelligents, avec ces capteurs, ces senseurs connectés et même, pourquoi pas, des néo-objets. Une innovation, bien sûr, dans les services, vous venez de le rappeler, aussi bien au service du patient que du médecin, que des distributeurs, de tous vos clients. Puis l'innovation dans le management, je vous ai même vu parler à un moment donné de design thinking. Et je trouve que pour faire émerger la créativité, c'est des belles idées que je suis en train d'essayer de mettre aussi en utilisation. Une innovation distribuée,
une innovation ouverte. Je crois que Tuan ne souffre pas du NIH, le Non-Invented Here. Et je sais que vous étiez au CES et que vous avez ces coopérations avec les startups qui vous permettent de trouver ces compétences complémentaires pour continuer à innover. Puis le troisième élément de l'innovation que vous représentez pour moi, c'est cette innovation responsable qui est si importante dans la durabilité, la pérennité, comme vous le dites précédemment de votre modèle, que ce soit cette responsabilité sociale, environnementale et puis bien évidemment éthique au cœur de votre entreprise et puis techno-éthique, comme on l'a évoqué dans la table ronde précédente, et quelqu'un a employé le joli mot de conversation. Et je trouve que quand on est amené effectivement à réfléchir, à regarder loin pour prendre des décisions, l'art de la conversation et non pas de la controverse, cette culture d'un débat qui soit constructif est quelque chose de formidable en étant dans le respect, dans la bienveillance et dans la volonté de redonner du sens, bien évidemment, à ce progrès. Alors je parle de l'innovation avec ces trois mots parce que j'ai trouvé une expression qui nous vient des États-Unis qui dit qu'on vit en ce moment dans un monde VUCA. Alors VUCA, si on le dit en français, le V pour volatilité, le U pour uncertainty ou incertitude, le C pour complexité, puis le A pour ambiguïté. Alors c'est vrai que c'est un fait. On vit dans ce monde tel qu'il est ainsi défini, ou pas défini justement, et que ça nous fait sortir un petit peu de notre zone de confort habituel, que ça peut nous inquiéter, mais que je trouve, moi, par ailleurs, en étant tout à fait optimiste et en me projetant vers l'avenir, c'est riche de plein de belles opportunités, mais bien sûr, c'est exigeant pour avoir un nouveau regard, de trouver de nouvelles solutions. Alors, comment essayer d'amortir cette volatilité de ce monde qui nous entoure? Alors, probablement, on l'a deux sens, à la durabilité, à la pérennité, comme vous le dites. Vous appuyez sur ce socle de savoir-faire, ce que vous faites si bien dans une entreprise familiale, c'est longuement acquis, ça doit être transmis, on doit reconnaître les expertises, et puis ce qu'on a évoqué, la responsabilité, la responsabilisation vigilante de chacun, puis cette vision de long terme que vous portez, que vous nous apportez. Ça pour la partie de volatilité. Pour la partie de l'incertitude, il faut vivre avec l'incertitude. On entend certains dire qu'on est amené aujourd'hui à prendre des décisions en méconnaissance de cause. Bon, alors il y a la corrélation, hein, comme on le disait avec les données, mais la corrélation et la causalité, pour nous, esprit cartésien, c'est parfois un petit peu complexe. Alors vivre avec l'incertitude, ça me fait évoquer d'avoir une culture du risque. Parce que quand on est obligé de prendre des décisions sans connaître vraiment tous les éléments, ben, il y a un risque à prendre. Alors bien évidemment, avec l'analyse du risque, la maîtrise, la gestion, et je sais que je peux en parler un petit peu avec certains des métiers qui ont été les miens. Alors quand j'évoque la culture du risque, ça me fait évoquer le mot d'audace, voilà, pour tester une nouvelle solution, l'audace de faire. Et puis même parfois j'emploie le mot de courage, et pour moi le courage en plus de l'audace, il veut dire qu'on a rencontré quelque part une peur. C'est pas simplement une audace à franchir un pas. Et donc le courage, c'est quand il faut effectivement dépasser cette peur pour continuer à avancer, pour poursuivre. La complexité, le troisième élément. Alors là, je rejoins des choses qui ont été dites pendant la table ronde, et je trouve qu'il faut accepter, quand on est dans ces situations, dans cette complexité, de rapprocher ce qui est l'intelligible et puis ce qui est le sensible. Il faut accepter qu'il y ait plusieurs solutions à un même problème. C'est pas ce qu'on avait appris en mathématiques. Alors c'est ce que j'appelle moi la culture du « et ». Et on m'a dit que je l'avais assez bien appliqué, la culture du « et ». Parce qu'en général, on dit « oui, mais non, pas ». Alors moi, je dis souvent « oui, et ». Parce qu'il y a toujours une autre composante à trouver. Alors c'est peut-être mes 10 années de vie en Russie, dans un contexte international, avec des gens de background différents, de cultures différentes, de langues différentes, de langages différents. Et c'est vrai qu'il faut, en essayant de trouver un langage qu'on partage, ça nous permet d'être un tout petit peu plus à l'aise dans la complexité. Et puis pour terminer sur l'ambiguïté, le dernier élément du paysage, je crois que ça nous oblige, ça bien évidemment, à la clairvoyance, à la sagacité, alors peut-être revenir à la phronésis, comme on en parle en ce moment, cette prudence de l'action, cette intelligence de l'action, qui n'est pas une
précaution, mais une prudence. Et en réfléchissant un petit peu sur l'ambiguïté, je viens de parcourir un livre récemment publié de Claude Bert, dont le titre est intéressant. Le titre, c'est « Il y a des choses que non ». Voilà, c'est le titre du livre. C'est donc un livre de Claude Bert dont la grand-mère, qui était une héroïne de la résistance, lui avait dit « Tu ne sauras peut-être pas toujours à quoi dire oui, mais sache à quoi dire non ». Alors les débats ce soir, et puis des débats tout récents, fin de semaine dernière, sur l'intelligence artificielle, nous interpellent bien sûr sur notre humanité. On a dit tout à l'heure, quand on parlait de Saint-Étienne, que le motto de Saint-Étienne, c'était remettre l'humain au cœur du projet. Alors on est en plein dedans, l'humanité. Alors un petit peu ma façon de conclure pour pas être trop longue. Je reprends aussi des choses qui ont été dites tout à l'heure. Il y a vraiment, dans cette civilisation du XXIe siècle, deux maîtres mots qu'on entend tout le temps, data et quantification. Alors c'est vrai que, bon, on sait bien que l'essentiel de l'être humain, il échappe au calcul, que ce soit le sentiment, la joie, le chagrin, pas des choses qu'on quantifie ou que les datas peuvent enregistrer. Quoique, c'est jamais jusqu'où on peut aller. Mais avec tout le respect que j'éprouve pour le cartésianisme, pour l'esprit critique, pour la rationalité, je voulais conclure en disant que j'ai eu la chance de vivre des moments exceptionnels où le non-rationnel n'était pas irrationnel, où le non-logique n'était pas illogique, où le non-vécu n'était pas invivable, où le non réalisé n'était pas irréaliste, où l'improbable pouvait devenir impossible, bien que inimaginé. En fait, j'ai rêvé, et ce rêve est devenu une réalité. Alors, je voulais dire que c'est un devoir que nous avons vis-à-vis des jeunes générations, de les inspirer à rêver. Alors, soit on leur propose nos rêves et on les fait partager. Moi, je suis à l'Agence spatiale européenne aujourd'hui et j'ai des grands rêves, des grands projets, construire un village sur la Lune. Alors voilà, je veux bien le partager. Ou alors leur donner les moyens de réaliser leurs propres rêves. Et au sein de TUAN, il y a des beaux projets qui peuvent les faire rêver et qui peuvent les attirer. Je termine en disant que je vous conseille de regarder, c'est accessible à tout le monde, les superbes images que Thomas Pesquet, l'astronaute de l'Agence spatiale européenne, qui est actuellement à bord de la Station spatiale internationale, poste très régulièrement sur son compte Twitter, Instagram. Allez-y, regardez. Laissez-vous tenter par l'aventure. Et simplement pour conclure, je souhaite un très bel anniversaire, plein d'aventures pour les années à venir à TUAN. Merci infiniment. Merci infiniment, Claudie Ignoret. Nous sommes encore une fois très sensibles à votre présence ce soir. On va accueillir tout de suite un autre ami de TUAN. Alors, on a beaucoup parlé depuis le début de cette soirée de mots MAUX. On va accueillir un homme de mots MOTS. On va accueillir notre ami Éric Orsena, qui, non content d'être l'auteur et l'académicien français que vous connaissez tous, est aussi un amoureux de l'entreprise et de l'innovation et de tout ce qu'elles peuvent apporter à chacun d'entre nous, à nos sociétés au sens d'entreprise et à notre société en général. Mon cher Éric, tu as la parole, tu es aux commandes. Merci. Alors, en d'autres circonstances, j'aurais retiré mon manteau, mais là, je garde mon exosquelette. Avec chauffage intégré? Oui. Alors, pourquoi l'académicien? J'y ai vu un premier message, comme si Elisabeth assistait à nos séances. Et si elle assistait à nos séances, elle se serait dit, s'il portait des TUAN, il bougerait mieux. Je vais être une fois de plus leur avocat, chaque jeudi, et leur dire qu'il y a un site sur lequel ils peuvent nettement améliorer leur vie. Merci pour l'Académie. La deuxième raison, c'est évidemment l'âge. 170 ans. Alors, c'est
une date qui me touche particulièrement, puisque Thuan a été créé en 1847 et que je suis né juste 100 ans après. Donc ça me touche. Mais si j'ai eu cet immense honneur de venir, c'est parce que la petite compagnie à laquelle j'appartiens est quand même nettement plus ancienne, puisque c'est 1634. Alors la question que je me suis posée, c'est comment est-ce qu'on va faire pour fêter tous ensemble les 340 ans? C'est ça l'affaire. Alors, est-ce que nous serons augmentés? Est-ce que nous sommes continués? Comment ça va se passer? Et c'est une question qui m'intéresse beaucoup, et encore plus après ce que j'ai entendu, qui était vraiment passionnant. Parce que je vois 3 pôles dans la possibilité d'une durée. Certains ont écrit la possibilité d'une île et d'autres la possibilité d'une durée. Il y a cette phrase formidable du Guépard que vous connaissez bien, de vieil aristocrate Salina, que faire pour durer? Il faut changer pour que l'essentiel demeure. Alors, allons un peu plus loin que changer. Où sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes dans la cité des sciences et de l'industrie. Vous avez fait, Madame Aigneret, que j'aime d'ailleurs, vous le savez, sans espoir, mais je m'obstine à vous le répéter, surtout devant des gens qui sont témoins de mon désespoir et de mon plus haut râteau jamais éprouvé. Madame, je vous aime, je vous le répète. Et donc, nous sommes à la Cité des sciences et du savoir. Vous avez décrit cette époque assez terrible dans laquelle nous vivons, mais on aurait pu rajouter une chose qui est quand même hallucinante, c'est la société de l'après-vérité, ou des faits alternatifs. Ce qu'on entend en ce moment, venant de l'autre côté de l'Atlantique, est faramineux. Et pour durer, il faut comprendre. Pour durer, il faut connaître. Et moi, ce que j'aime dans Thuan, c'est qu'ils connaissent, et le premier objet de leur connaissance, c'est nous, c'est-à-dire le corps, mais le corps en vie. Et pas en morceaux, mais en action, en interaction, en dialogue avec ce qui fait l'essentiel de notre vie. Donc le premier pôle de la possibilité d'une durée, c'est la connaissance. Et ce qu'on est en train de vivre est quand même absolument terrifiant. La deuxième chose qu'il y a chez vous, chez Thuan, et c'est pour ça que j'aime tant y aller, depuis maintenant un petit bout de temps, c'est la durée, car vous avez gardé la maîtrise. Et c'est ce que j'aime dans beaucoup d'autres exemples d'entreprises familiales. Et vous avez à votre extrême gauche un autre représentant de l'entreprise familiale. C'est la première fois, cher Pierre, que tu seras à l'extrême gauche de quelqu'un. C'est le poids de la famille, c'est-à-dire le poids de la durée, c'est-à-dire le poids, et ce qui est extraordinaire parce que c'est en même temps la durée et la liberté. On a la liberté de durer au lieu de l'obligation de morceler. Et au lieu d'être pris en otage par le court terme, vous êtes dans le plus long terme. Ça veut dire du courage, ça veut dire de toutes sortes de sacrifices, ça veut dire de l'investissement. Mais c'est un des premiers éléments de l'essentiel. Quand on perd le temps, on a perdu la moitié de l'essentiel. La deuxième chose qu'on peut perdre, et vous l'avez dit, et vraiment cette table ronde était passionnante, il se trouve que par les hasards de l'existence, je suis maintenant ambassadeur de l'Institut Pasteur, et je suis passionné par les nouvelles technologies médicales, notamment les manipulations génétiques nouvelles, CRISPR-Cas9 et surtout GeneDrive. Et qu'est-ce qui va rester du cœur de nous-mêmes? Et qu'est-ce que veut dire durer si l'objet même de la durée est complètement remis en cause, méprisé, piétiné, morcelé, éclaté? Donc le temps et l'identité, c'est la même chose. Donc je pourrais
passer quelques heures à réfléchir avec vous à ces questions. Qu'est-ce que le propre d'un être humain? Ce qui m'intéresse quand je vais chez Tuad, ce que je vois. Troisième point. Troisième point, c'est, j'en ai déjà un petit peu parlé, sur la possibilité de la durée, c'est l'imaginaire, c'est-à-dire la possibilité. Vous savez, cette très belle phrase de Paul Valéry, « Que serions-nous sans le secours de ce qui n'existait pas ?» Et quand je vais chez Tuan, je me dis, qu'est-ce qu'ils vont encore inventer? Quand j'arrive à Saint-Étienne, que vont-ils encore inventer? Mais si on est pris en otage par cette folie de la possibilité, il ne faut pas oublier non plus l'essentiel. On sait très bien qu'on peut faire des tas de choses qui nous nient nous-mêmes parce que seulement c'est possible. Donc si vous avez la connaissance, le respect et le possible, il y a une petite chance que vous ayez une continuité qui soit possible et qui soit fidèle à l'essentiel. Alors, pour finir, allez chez Tuan. Alors, après avoir déclaré mon amour pour Madame Mignoret, je vais présenter une sollicitation, c'est d'être reçu comme stagiaire chez vous, chère Elisabeth, parce que qu'est-ce qu'une entreprise? Qu'est-ce que la vie? La vie, c'est une entreprise. Et qu'est-ce que Tuan? C'est une entreprise de la vie. Donc, comme je me souhaite de la durée, je me souhaite d'être stagiaire chez Tuan. Je vous embrasse. Merci, cher Eric. Alors, notre ami Eric, vous ne le savez pas forcément, mais c'est aussi un grand voyageur devant l'éternel, un grand amoureux de bateaux. Et je pense qu'il va apprécier le témoignage de l'autre ami de Tuan qui va maintenant s'exprimer. Il s'appelle Éric Bellion. Éric Bellion, c'est un homme d'entreprise du reste. Il est expert en management à l'origine. Et puis, il a décidé d'aller au bout d'une aventure un peu plus personnelle, c'est-à-dire qu'il s'est lancé dans le Vendée Globe. Voilà, mais cette course en solitaire, pour lui, elle ne pouvait pas être totalement une aventure solitaire. Son bateau s'appelle Comme un seul homme, parce que pour lui, il le sait ô combien, cette aventure en solitaire n'est possible que par son équipe, que grâce à son équipe. Et puis au-delà, il est très attaché au fait que c'est la diversité qui fait avancer et les bateaux, et les entreprises, et nos aventures humaines. Alors il ne vous a pas échappé que Eric, contrairement à Armel Lecléache, Alex Thompson et d'ici quelques minutes, Jérémy Bayou n'est pas encore rentré au Sable d'Olonne, ni même sur le bassin de la Villette. Donc il a enregistré son message au moment où il franchissait, où il doublait, je crois, le Cap Horn. On le retrouve tout de suite. Joyeux anniversaire. Voilà, c'est comme un seul homme, on a fait les choses en gros pour vous, pour vos 170 ans. On est par 55 Sud, à 3-4 jours du Cap Horn. Et je voulais vous dire, je pensais très fort à vous. J'ai toujours en tête cette rencontre à Saint-Étienne qui m'avait vraiment fait chaud au cœur. Voilà, j'espère que vous faites bien la fête, que tout se passe bien, que vous êtes au chaud, que c'est pas trop humide de votre côté. De mon côté, c'est humide, mais on va vite vers le Cap Horn, donc c'est génial. Vous dire que je suis vraiment très heureux que ces 170 ans arrivent pendant le Vendée Globe, parce que les valeurs de Tuan et les valeurs de Comme un seul homme se rejoignent tellement. C'était fabuleux de faire ça à quelques jours du Cap Horn. Les valeurs de différence et surtout de différence dans l'harmonie qui donne au bout du compte la performance. Voilà, moi je cherche pas de classement, je cherche pas un résultat, mais j'essaie de naviguer en harmonie avec la mer et mon bateau et on voit que ça paye bien. Donc je vous souhaite énormément de choses pour ces 170 ans. À très vite,
très vite au Sable d'Olonne. Et allez, salut! Tuan fait bien sûr partie des quelques entreprises qui accompagnent Éric Bellion dans cette aventure. C'est tout un symbole, vous l'avez compris, notamment en ce qui concerne du fait des valeurs qui vous unissent et qui vous rassemblent avec tous les participants à ce projet. Chère Elisabeth, c'est à vous maintenant de prendre la barre de cette soirée. Voilà. Voilà, mes chers amis, effectivement, tout ça est très impressionnant, très touchant et merci tous d'être là. Je suis évidemment très, très touchée de votre présence. Et vous savez, lorsque nous avons su il y a quelques mois que ce lieu-ci pourrait nous accueillir ce soir pour le 170e anniversaire de notre groupe, il y a une image qui s'est imposée à moi, c'était l'idée de placer notre manifestation sous cette impressionnante envergure des ailes de Sonar Impulse. Qui était là, juste derrière vous, et qui est absolument magnifique. Et c'est aussi symbolique, je dirais, des ailes beaucoup plus modestes, mais des ailes de notre logo, qui est dynamique, qui est entraînant, qui est réparateur, et qui, en fait, lui aussi, est un aventurier. Donc, je vous remercie chaleureusement de votre accueil dans ces lieux. Je remercie ceux qui l'ont facilité, l'arrivée dans ces lieux, de l'industrie et de la science, qui n'est pas une petite chose d'être à la fois dans l'industrie et dans la science. Donc merci à Bruno Macquart et merci à Alain Coine, notre administrateur, qui a facilité cette arrivée ici. Dans notre groupe, il s'agit bien effectivement de poursuivre une aventure, et une aventure entrepreneuriale, c'est-à-dire qu'on prend à plusieurs. Entrepreneur, c'est prendre à plusieurs. Comme l'a expliqué Louis Gallois, notre entreprise est une ETI de France, avec plusieurs I, comme lettre initiale, I comme industrielle, I comme innovante, I comme internationale et I comme indépendante aussi. Merci bien sûr aux grands témoins d'être ici avec nous ce soir. Merci Pierre Gattaz d'être venu. Merci cher Nicolas Dufour. Merci Didier Kling. Merci Dominique Restineau et Patrick Pontier. Vous, Claudie Aigneret, vous savez comme personne faire saisir l'importance de la recherche fondamentale et vous nous avez emmenés très haut, peut-être aussi haut que là où vous êtes allés. Soyez-en vraiment remerciés. Éric Orsenat, votre curiosité, votre capacité de conteur et de passeur vous a conduit jusqu'à nous. C'était pas forcément évident et avec cette capacité immense d'écoute attentive et respectueuse, eh bien, nous avons vraiment fait connaissance et vous avez fait connaissance avec nos équipes et chacun vous aime là-bas. Merci beaucoup de vos paroles. Célébrer ce 170e anniversaire de notre groupe, c'est à la fois pour nous célébrer une arrivée et c'est célébrer un nouveau départ. C'est somme toute un nouveau Vendée Globe pour l'entreprise. Et considérant notre passé, nous confirmons nos racines, celles qui sont construites dans la Loire, à Saint-Étienne. Merci, Monsieur le Préfet, d'être là. Merci, Gaël Perdriau aussi, parce que nos racines de Saint-Étienne, elles ont de génération en génération exprimé les traits de notre caractère qui nous ont permis, tout au cours de ces 170 ans, de franchir toutes les étapes et de surmonter, bien sûr, les épreuves. Tuan, de progrès en progrès, d'innovation en innovation, a d'abord produit des tissus élastiques qui ont été primés à l'exposition universelle de 1900. Ensuite, nous avons fait des bandeaux sportifs. Suzanne Langlin les a portés à Roland-Garros. Et aujourd'hui, nous faisons maintenant des dispositifs médicaux brevetés, déclinés en bas de compression, en ceinture médicale, en orthèse médicale. Naturellement, l'entreprise s'est tout entière transformée aussi en même moment, c'est-à-dire d'une entreprise textile, nous avons pris le tournant du médical, d'une entreprise stéphanoise, nous sommes aujourd'hui maintenant établis dans 60 pays, d'une entreprise familiale, nous avons maintenant complété toutes les compétences par l'arrivée de nombreux collaborateurs de tout pays. Aujourd'hui, nous comptons 2000 collaborateurs, nous réalisons donc 220 millions de chiffres d'affaires et 40% part à l'international. Et chaque année, nous essayons de poursuivre donc les acquisitions en France, en France, quelquefois en Europe et dans le monde. Cette année, nous avons acquis une entreprise aux États-Unis et une en Angleterre. Et nous concevons et nous fabriquons maintenant ce que nous appelons des solutions de santé. Et nous essayons de voir plus loin, de préparer l'avenir, y compris l'avenir digital.
Ce qui m'impressionne aujourd'hui, c'est de se dire que notre caractère, notre personnalité, les traits de notre personnalité ont été forgés en fait par des milliers de collaborateurs tout au cours du temps et qui, dans leur diversité, ont construit notre unité d'aujourd'hui. Cette unité, nous l'avons manifestée il y a 10 jours en rassemblant au même moment nos 2000 collaborateurs qui ont tous été présents soit physiquement, soit connectés par les réseaux sociaux et par des multiplexes pour faire avec eux une grande prise de conscience de ce que c'était notre solidarité tous ensemble. Et je ne vous cache pas que ça a été une entreprise, une expérience extrêmement touchante, extrêmement émouvante. Ma première reconnaissance, mon estime, mon admiration vaut aujourd'hui à chacun des participants de cette cellule vivante que nous sommes, qui est une cellule économique, mais qui est avant tout une cellule humaine, et qui a traversé 3 siècles, et qui s'établit aujourd'hui sur 3 continents et dans 60 pays. Mon admiration va bien sûr à mon grand-père, Maurice Thuann, à mon père, Jean Queneau, qui m'ont donné leur confiance. C'était peut-être pas évident. Elle va aussi à mes frères et mes sœurs, et à mes enfants. Mes 3 enfants ont rejoint l'entreprise, et Delphine Anton en est désormais le directeur général délégué. Plusieurs membres de notre COMEX, plusieurs des directeurs de nos filiales, ceux de l'Allemagne, du Royaume-Uni, de Belgique, des Pays-Bas et de la Roumanie sont ici ce soir. Ils assument avec moi des responsabilités de pilotage dans le groupe et ils sont là, et bien d'autres collaborateurs aussi. Et bien sûr, je dois rappeler que cette manifestation doit beaucoup à toute l'équipe très serrée, très unie, qui a tout construit pour nous rassembler ce soir. Alors avec vous tous, chers amis, comment est-ce qu'on peut nommer le ciment qui nous unit ici? Eh bien, ce ciment, moi je l'appelle bienveillance. Car chacun de vous, en effet, présent ce soir, et chacun de vous qui avez œuvré depuis 170 ans au parcours de ce groupe, chacun y a apporté sa bienveillance. La bienveillance, c'est un regard particulier qui veut du bien, qui considère. C'est donc un regard qui est attentionné et qui est bien intentionné. Dans votre bienveillance apparaît aussi à tous la veille, curieuse, attentive, de ce qui se passe autour de nous et qui peut nous alerter et que nous devons prendre en considération. Bienveiller, c'est donc à la fois protéger, mais c'est aussi stimuler et c'est lancer. Chacun ici a apporté et apporte aujourd'hui à notre groupe ce regard, cette vision qui anime, qui stimule et qui relie. Et votre bienveillance aujourd'hui, je dois vous le dire, nous nourrit. Nous aussi, d'ailleurs, nous avons de notre côté opté pour un métier de la bienveillance. Dans notre métier, c'est au patient que nous destinons tous nos efforts. Le patient, ou plutôt celui que j'aime bien appeler l'action, c'est-à-dire ce nouveau patient qui n'est plus passif et qui, somme toute, est devenu l'acteur de sa propre santé, qui participe à son traitement, en relation bien sûr avec son thérapeute et avec les professionnels de la santé. Il s'agit alors d'un patient qui est mieux averti, mieux informé, plus engagé, un patient augmenté. Donc merci beaucoup à Jean-Michel Besnier, à Paul Calmels, à Jean-Louis Fréchin, à François Gérin, à Romain Marmot d'avoir souligné tous ces aspects-là de notre nouveau rapport au monde, de notre nouveau rapport à la maladie, se disant que chacun de nous est un peu, par un biais ou par un autre, un être handicapé. Donc que nous sommes tous concernés par ce nouveau rapport à notre santé. Merci à Arnaud Le Gall, si fidèle et si grand ami, d'avoir été également le stimulateur de toute cette conversation. J'aime beaucoup le mot conversation également. Au cœur de nos efforts se construit une relation avec le patient. Cette relation, nous la colorons d'empathie, de respect et d'une efficacité qui désormais s'appuie sur le digital. Alors après la bienveillance, peut-être nous pouvons parler d'intelligence, de celle dont vous nous comblez tous aussi, cette faculté qui nous conduit à percer le mystère de la réalité et à l'analyser pour la transformer. Que d'intelligence cumulée dans l'entreprise en 170 ans. Mais aujourd'hui, l'intelligence est en question. Parce qu'elle s'appelle désormais intelligence artificielle, elle nous éblouit, elle nous interpelle, elle nous étonne et en fait, elle nous interroge beaucoup aussi. Elle est déjà présente partout, elle vise à créer ou à simuler une intelligence comparable à celle de l'homme ou davantage même.
Et nous, une ETI, devant tous les challenges fondamentaux et gigantesques de cette intelligence, comment allons-nous utiliser toutes ces capacités nouvelles au bénéfice de la santé des patients? Comment poursuivre tous ces changements, toutes ces transformations auxquelles nous appelle la technologie d'aujourd'hui et demain? Somme toute, l'intelligence artificielle, que nous apporte-t-elle à nous, qui sommes, nous, une ETI, et qui, depuis 170 ans, essayons de n'être ni dans l'artifice, ni dans la superficialité des choses, mais plutôt dans leur profondeur et dans la réalité du quotidien. Les bouleversements actuels sont économiques, mais plus globalement, ils touchent à la vie quotidienne, à notre relation au monde d'aujourd'hui et au monde de demain, bien sûr. Les technologies contemporaines offrent aux entreprises de la robotisation, de l'intelligence artificielle, des questions sur le corps amélioré et augmenté, de l'hybridation homme et machine, donc énormément de possibilités ouvertes. Et puis autour de nous, il y a ces start-up très nombreuses, en effervescence perpétuelle. Et dans le fond, toutes ces start-up que nous appelons à juste titre la French Tech, nous sommes en train de nous dire, est-ce qu'il n'y a pas en face d'elle cette French Fab que nous sommes, nous les ETI, capables de les accompagner, de les aider et de les emmener jusqu'au marché. Dans le fond, nous sommes bien les enfants de Descartes. Et à ce moment-là, les start-up peuvent être considérées comme des hypothèses. Et nous serions la méthode expérimentale qui les conduirait jusqu'à la réalité d'un marché. Donc, aujourd'hui, toutes ces technologies permettront-elles de répondre mieux aux besoins de santé existants et plus encore de modifier les pratiques diagnostiques, les pratiques thérapeutiques, les usages de soins et en fait la vie même du patient, parce qu'il s'agit bien de sa vie. Nouveaux besoins, nouveaux outils, nouvelles solutions, c'est là le cœur de la croissance d'une entreprise et de la nôtre. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé, nous, à l'intérieur de l'entreprise, et j'ai été très très heureuse, il y a donc 10 jours, avec tous les collaborateurs, d'entendre cette vraie attente de leur part. Nous sommes en train de construire un grand chantier transversal dans toute l'entreprise que nous appelons DigiTuan. Demeurent bien sûr des questions fondamentales. Face à de telles évolutions, une entreprise comme la nôtre s'interroge naturellement sur ce qu'elle doit faire dans son domaine qui est lié au corps vivant et à la santé. Et ça aussi, ça a été dit ce soir et c'est extrêmement important. Créant des dispositifs pour notre corps, nous intervenons donc au plus près de l'intimité, de la faiblesse de la personne et, somme toute, nous nous montrons réservés sur une vision qui serait trop mécaniste de l'homme et qui pourrait parfois faire passer l'homme au second plan. Donc, très clairement, nous nous décidons à travailler avec vous, les thérapeutes, avec tous les professionnels de santé, vous qui êtes représentés ici, avec tous mes collaborateurs et avec vous, tous nos amis, tous nos partenaires, pour offrir des solutions de vie harmonieuses et bienveillantes pour les patients. On peut peut-être même y mettre jusque de la tendresse, ce rapport au monde qui prend une couleur particulière. Merci aux plus éminents thérapeutes, les membres de l'Académie de médecine, d'être là avec nous ce soir. Ceci constitue pour moi un signe fort. Et donc à l'expression « quantified health », qui porte en elle l'idée que l'individu pourrait se réduire à un ensemble de données chiffrées, je préfère le « qualified health », qui prend en compte l'unicité de chaque patient et le décrit comme un être unique. Car pour Tuan, le patient est unique. Et notre ambition est de pouvoir faire pour lui un dispositif unique. Donc, par opposition aux perspectives transhumanistes, j'aime la pensée de Joël de René, que j'ai entendu justement ici il y a peu de temps, en faveur d'un hyper-humanisme et d'une humanité améliorée. À l'aube d'un nouvel essor pour l'entreprise, ne perdons rien de la bienveillance ni de l'intelligence. Comme Joël de René, mettons notre espoir dans la supériorité d'une véritable intelligence collective, nourrie de réflexion et de spiritualité, donc supérieure aux robots. Somme toute, laissons au musicien l'unicité de son interprétation, laissons au peintre l'originalité de sa création et laissons bien sûr au clinicien toute l'excellence de sa synthèse diagnostique et de son choix thérapeutique. C'est dans cette vision optimiste de bienveillance et d'empathie que Tuan continuera, à plus de 70 ans, d'imaginer pour les patients des solutions de vie. Donc ce soir, je me réjouis
et je vous remercie tous de votre bienveillance. Je me réjouis et je vous remercie tous de votre intelligence et de l'énergie que vous représentez pour les 170 ans de Tuan pour le futur. Il me reste juste, je crois, à vous remercier toutes et tous de votre attention, en vous invitant, je crois, à continuer cette soirée sous le signe de la convivialité, qui a été aussi l'un des fils conducteurs de tous nos échanges. Merci encore une fois, bonne soirée à toutes et tous.